Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, de la station de Rapin 100 fois 100 ou 100 courbettes, l'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à Boilly, parce qu'il a tout, il a 3 ou 4 prénoms avant, et moi je retiens pas, donc je vous dirais Boilly. Voilà un peintre du 18e, passionnant, d'après ma camarade, qui adore son travail. Je suis un peu plus... pas sceptique, parce que c'est un travail vraiment de très haute qualité, mais qui pour moi manque un peu d'âme. Ouais, alors cette exposition s'appelle Chroniques parisiennes. Pour moi, c'est vraiment une chouette découverte, parce qu'on va expliquer après que c'est un artiste multifacette, virtuose, et qui a beaucoup d'ironie. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu rigolard, où il se moque un peu de lui-même à chaque fois. Voilà. Ou comment il va pouvoir se placer dans les tableaux, comment à chaque fois il met son portrait dans les tableaux. Et pour illustrer ces chroniques parisiennes, en fait, j'ai cherché une lecture, et j'ai même pas eu besoin de chercher, tout de suite m'est venu à l'esprit Louis-Sébastien Mercier. Louis-Sébastien Mercier, c'est la même époque que Boilly, c'est le même vécu parisien. Bon, ils ont 20 ans d'écart, mais ils sont tous les deux, ils ont vécu pratiquement tout le temps à Paris. Boilly n'est pas né à Paris, mais Sébastien Mercier est né à Paris. Il est né entre le Pont-Neuf et le Louvre, donc vraiment le centre de Paris. Ses parents étaient fourbisseurs, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient et ils vendaient des armes blanches. Et en fait, Louis-Sébastien Mercier a été un écrivain qui a énormément écrit, qui a fait des pièces de théâtre, qui a écrit plein de choses. Et son œuvre la plus connue est le Tableau de Paris, qu'il a écrit en plusieurs volumes. Bon, aujourd'hui, il en reste deux volumes, mais en fait, dans ses chroniques qu'il a écrit avant la Révolution, il décrit le tout Paris, c'est-à-dire qu'il peut décrire toutes les classes sociales, tous les métiers, tout ce qui concerne vraiment cette vie parisienne. C'était donc un amoureux de Paris, et il a même un regard assez critique, à tel point que quand ce Tableau de Paris est sorti, il allait vivre 4 ans en Suisse. Il avait peur d'avoir des représailles, quoi. Bon, après il est revenu donc en 1785 dans la capitale. Et donc c'est un petit bonheur de pouvoir lire ce Tableau de Paris. Et d'ailleurs, il aimait tellement très flâner dans Paris, enfin flâner à un bon rythme, parce qu'il disait qu'il parcourait Paris assez rapidement. Il disait lui-même qu'il l'avait écrit avec ses jambes, tellement il se promenait un peu partout. Moi j'en connais une autre. Donc en fait, je trouve que ça illustre parfaitement ce que Boilly nous a montré sur ces tableaux, ces scènes de rue avec tout le peuple parisien. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai emprunté le livre à la bibliothèque de Montreuil, et j'ai retenu 3 extraits, alors qui concernent un peu ce que Boilly a représenté. Donc il y a un chapitre, ça s'appelle Ivrogne, un autre spectacle des boulevards, et le 3e concert ambulant. Le choix était plutôt compliqué, parce qu'en fait on pourrait tout lire de Louis-Sébastien Mercier, en fait. Donc voilà, Ivrogne. Qu'un paysan, qu'un manouvrier s'enivre dans un village, ils peuvent rentrer chez eux sans danger. La femme vient, chante sa gamme et les enlève du cabaret. Mais à Paris, des régiments d'ivrognes rentrent des faubourgs dans la ville, chancelant, battant la muraille. À la sortie des spectacles, c'est-à-dire l'heure la plus dangereuse, ils rentrent, et le moins ivre a beau donner le bras à son camarade qui est saoul, chaque pas est un danger. Il n'y a point d'homme sensible qui ne s'arrête et qui ne frémisse en les voyant décrire une ligne circonflexe à 2 pieds des roues. Les maîtres humains des voitures roulantes devraient, surtout les dimanches et fêtes, ne point user de leurs équipages ou recommander à leurs cochers une plus grande circonspection, car il est de fait que ces jours-là sont les plus fertiles en accidents. Qu'on s'enivre avec de bon vin, comme on fait en quelques pays, cela est pardonnable jusqu'à un certain point. L'intempérant en est quitte pour un mal de tête léger, il se couche, mais que le Parisien s'enivre avec le vin aigre, dur et détestable qui lui est versé à grands frais pour lui par les cabaretiers des guinguettes, cela n'est pas trop concevable. Donc voilà, c'est en partie c'est un extrait sur le chapitre des ivrognes. Maintenant sur le spectacle des boulevards. Le peuple, qui a besoin d'amusement, s'y précipite en foule, mais ces théâtres sont ceux qui mériteraient le plus d'attention du magistrat, et les pièces devraient être des compositions agréables et morales, car il n'y a pas d'opposition entre ces 2 mots, quoi qu'en disent les poètes corrupteurs. Pourquoi ces pièces sont-elles pour la plupart basses, plates, ordurières ?
c'est qu'une poignée de comédiens osent dire qu'il n'appartient qu'à eux de représenter des pièces raisonnables. C'est qu'on les soutient dans cette ridicule prétention. C'est qu'à la suite de cette incroyable et honteuse législation, le peuple est condamné à n'entendre que l'expression du libertinage et de la sottise. Et voilà où aboutit la police des spectacles chez un peuple renommé par ses chefs-d'œuvre dramatiques. Les parades qu'on représente extérieurement sur le balcon comme une espèce d'invitation publique sont très préjudiciables aux travaux journaliers, en ce qu'elles ameutent une foule d'ouvriers qui, avec les instruments de leur profession sous le bras, demeurent là, bouche béante, et perdent les heures les plus précieuses de la journée. Les figures en cire du sieur Curtius sont très célèbres sur les boulevards et très visitées. Il a modelé les rois, les grands écrivains, les jolies femmes et les fameux voleurs. On y voit Jeannot, Desrues, le comte d'Estaing et Linguet. On y voit la famille royale assise à un banquet artificiel. L'empereur est à côté du roi. Le crieur s'égosille à la porte. « Entrez, entrez, messieurs, venez voir le grand couvert, entrez, c'est tout comme à Versailles. » On donne 2 sous par personne, et le sieur Curtius fait quelquefois jusqu'à 100 écus par jour avec la montre de ses mannequins enluminés. Ensuite, il parle des concerts ambulants. Un étranger, le lendemain de son arrivée, entend sous ses fenêtres quelque air exécuté sur la basse et le violon. La curiosité lui fait ouvrir sa croisée qui donne sur la cour. Quelle est sa surprise ? Il ne voit qu'un homme qui accompagne sur un instrument l'air qu'il joue sur un autre. Et voici comment un seul homme compose l'orchestre adossé contre la muraille. Il tient en main son violon, une basse est étendue devant lui, et par le moyen d'un archet attaché à son pied droit, il en tire une sorte de ronflement continu qui du moins suit quelquefois la mesure de l'air qu'il joue avec les mains. Alors ça c'est juste des extraits, le livre est beaucoup plus complexe que ça. Il avait été réédité en 2006 aux éditions La Découverte, donc c'est vraiment à se procurer en bibliothèque et à lire tout. Sur l'émission, j'ai réécouté un podcast sur France Culture, justement, sur Louis-Sébastien Mercier, qui lisait d'autres extraits, et c'était intéressant justement de voir tout ce qui peut être dit sur ce Paris et sur cet homme qui était un homme assez extraordinaire, qui a d'ailleurs fait de la prison à un moment pendant la Révolution, quoi. Ouais. Oui, il n'avait pas l'air d'être très... progressiste comme... En fait, il était modéré, il se disait modéré, donc au moment de la terreur, être modéré, c'est pas forcément le meilleur. Enfin, il n'a pas été guillotiné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, lui, son regard et le regard de Boilly sur le peuple. En fait, je pense que c'est des questions qu'ils n'ont pas abordées dans l'émission, et c'est dommage, parce que ils ont tous les deux ils regardent le peuple, ils le regardent vivre, et je pense qu'au bout d'un moment ils sont pas forcément en empathie avec ce peuple, quoi. Il y a dans un extrait sur les portefaix, Louis-Sébastien Mercier est très empathique sur une femme qui porte une charge lourde, mais on sent qu'il y a un moment où ce peuple peut en fait les déranger aussi par les excès. Dans ce que tu viens de dire là, on le sent. Oui, oui. Et même dans les tableaux de Boilly, on verra comment il peint ce peuple. En fait, effectivement, il y a ces foules qui sont agglutinées les unes sur les autres. Il y a justement des gens alcoolisés. Il y a plein de... comment il y a un tableau qui représente la distribution gratuite de vin le jour de la fête du roi. Et là, c'est vraiment une pyramide humaine où chacun cherche à se procurer un peu de vin gratuitement. Et voilà, il n'y a plus de respect des uns des autres. Enfin, c'est quand même ça qu'il a représenté. Donc leur rapport effectivement au peuple, je pense, a des similitudes aussi, quoi. L'ombre s'évapore et déjà l'aurore de ces rayons d'or, les toits d'alentour, les lampes pâlissent, les maisons blanchissent, les marchés s'emplissent. On a vu le jour de la Villette dans sa charrette, Suzon brouette ses fleurs sur le quai, et de Vincennes Gros Pierre ramène ses fruits que traîne un âne efflanqué. Déjà l'épicière, déjà la fruitière, déjà les caillères sont à rail, l'écrivain rémaille, le fainéant baille et le savant lit. J'entends Javotte portant sa haute criée, carottes, panais et gifleurs, perçant et grêle, son cri se mêle à la voix frêle du noir ramoneur. Le
joueur et la bourse vide rentre en fulminant. Et sur son passage, l'ivrogne plus sage, rêvant son breuvage, portière sous la gouttière, prend la volière de Dame Margot. Le malade sonne afin qu'on lui donne la drogue qu'ordonne son vieux médecin, tandis que sa belle que l'amour appelle au plaisir fidèle, fin d'aller Robin. Dans chaque rue plus parcourue, la foule accrue grossit tout à coup. Grand, tas de taille, vieillard, marmaille, bourgeois, canaille, à pont de partout. À quelle cohue, ma tête est perdue, moulue et fendue, où donc me cacher? Jamais mon oreille n'eut frayeur pareille, tout Paris s'éveille, allons nous coucher. Voilà, donc c'était Francis Lemarque qui interprétait Tableau de Paris à 5h du matin. C'était un texte de Marc-Antoine Desaugiers. C'est une chanson qui est écrite en 1802, donc qui est vraiment qui reflète toute la période qu'on a pu regarder dans l'expo et que Louis-Sébastien Mercier a également décrite, quoi. Alors maintenant, dans cette partie, on va voir un petit peu qui était ce Boilly. On va essayer de présenter un peu cette exposition. Donc Boilly, donc il est né en 1761, il est né à la Bassée, donc la Bassée c'est près de Lille, et ensuite il déménage à Arras, et là il fera des débuts comme portraitiste. Alors l'exposition dit que c'est un autodidacte virtuose, sur Wikipédia il nous précise qu'il a quand même pris des cours de peinture, qu'il est élevé à Douai, qu'il s'est initié à la peinture auprès de Charles-Alexandre Joseph Collier jusqu'à 17 ans, et qu'ensuite il a étudié la peinture en trompe-l'œil à Arras auprès de Dominique Dons. Je pense que effectivement, vu son talent, c'est pas impensable qu'il ait pu avoir des cours. Surtout, la technique qui, c'est un virtuose. Ça s'apprend pas comme ça en se grattant les. Bon, bref. Ouais. Donc effectivement, et ensuite donc en 1785, il part à Paris et là il restera à Paris jusqu'à sa mort. Ça va devenir un amoureux de la capitale. Il va loger à 12 adresses différentes qui sont identifiées dans l'exposition. Il va se marier en 1787 et après il va commencer à faire des tableaux sur des sujets galants et il va participer à des expositions. Donc en fait sa vie après va être quand même, globalement il va faire pas mal d'expositions et il va surtout profiter qu'en 1791 il y a un décret qui est adopté, donc après la Révolution, un décret qui est adopté par l'Assemblée nationale qui stipule que tous les artistes, membres ou non de l'Académie de peinture, sont admis à exposer leurs ouvrages au Salon du Louvre. Donc ça, justement, ça va lui permettre d'avoir de la visibilité. Donc il va être régulièrement exposé. Il y aura des ventes de son atelier. Donc je pense qu'il vit de sa peinture. Il va perdre sa première femme. Il se remariera une deuxième fois. Il aura 6 enfants, dont 3 garçons seulement pourront atteindre l'âge adulte, qui seront aussi des artistes. Et il va mourir donc à Paris en 1845. Il a 83 ans. Il est inhumé au Père-Lachaise. Et dans la même année, il y aura une vente de son atelier avec aussi une vente avec des toiles qui restaient dans son atelier. Donc voilà, c'est un parcours de Parisien, et justement ce que cette exposition va nous montrer, il y a 130 œuvres, c'est qu'arrivé à Paris à 24 ans, il y reste toute sa vie, et que pendant 60 ans, donc en fait ils disent d'une révolution à l'autre, puisque jusqu'en 1848, il va être l'observateur enthousiasme de Paris, des Parisiens. Et ce qui nous plaît aussi, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la grande histoire de Paris, aux faits historiques, ni aux hommes illustres, ni aux monuments. Il s'intéresse à la vie quotidienne de Paris. Donc il a été on peut le qualifier de peintre de genre, dans la mesure où il représente effectivement toute la vie quotidienne. Lui essaiera de ne pas rester dans cette catégorie lors des salons, même s'il peint cette vie quotidienne et cette intimité.
Alors, il aime forcément les lieux de sociabilité, les cafés, les théâtres, les salons, les grands boulevards, justement, où il y a des spectacles, les jardins publics. Et ça va être aussi un portraitiste très recherché. En fait, il va faire 5000 portraits. Et dans l'exposition, il y en a une petite quantité. Et ça va être un peu sa signature. C'est des portraits qu'il peint en 2 heures. Donc, les gens posent. C'est la petite bourgeoisie. C'est pas là, on n'est plus dans les gens du peuple, c'est pas non plus la grande bourgeoisie, on voit bien après les portraits, donc c'est cette population naissante, la petite bourgeoisie après la Révolution, voilà, qui émerge justement de la Révolution. Donc il va faire tous ces portraits, et donc tous les habitants de la capitale. 5000 portraits 5000 portraits. Oh. Et donc tous les habitants de la capitale vont défiler sous ces pinceaux. Après, quand dans ces tableaux, on verra des riches, des pauvres, des élégants, des pouilleux, des bourgeois, des hommes du peuple, des révolutionnaires, des royalistes et des proches de l'artiste, et lui qui se met systématiquement en scène quelque part. Voilà. Donc donc c'est un peu cet humour qu'on aime bien quand il se glisse au milieu de la foule, ce qui fait un peu que tu aimes bien. Voilà. Ce qui nous fait penser à Hitchcock dans ses films. Ouais, Hitchcock se dissimule. C'est pas dire, on peut dire chercher l'intrus. Voilà. D'ailleurs, l'exposition insiste un peu là-dessus. Ils nous font ça. Il y a un parcours, je pense, peut-être pour les enfants, où ils nous le montrent et il faut aller le rechercher sur les toiles. De même qu'il va faire on verra, on en reparlera après, une suite de grimaces aussi assez jubilatoires. Il va faire des trompe-l'œil. Donc voilà ce que proposent un peu les 130 œuvres de cette exposition, qui aujourd'hui d'ailleurs sont beaucoup en Angleterre. Oui, ça correspond tout à fait au goût anglais, quoi, de l'époque et même de maintenant. Voilà, il a des œuvres magnifiques qui sont, hélas, c'est traître d'anglais. Ouais. Et il y a aussi une fascination, donc il fait des trompe-l'œil, et il a une fascination pour toutes les inventions techniques et pour les instruments d'optique. Donc il y a quelques instruments qui sont présentés dans l'expo. Il y a aussi un pantographe qui sert à agrandir. Il y a des lunettes. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vit aussi avec son temps. Oui, avec les techniques de son temps, les techniques au service de l'art, quoi, de son temps, qui l'aident à travailler. Et donc, on va voir maintenant, après, dans la dernière partie, tout ce qu'il a pu représenter. Donc, toutes ces foules parisiennes, quand c'est, par exemple, une distribution de vin, ou quand c'est l'entrée gratuite, il y avait des représentations gratuites au théâtre. Donc là, au carnaval. Il y a donc le théâtre, c'est important pour Boilly, parce qu'en fait, il fréquentait déjà le théâtre quand il habitait Douai et Arras. Et donc, il avait fait déjà le portrait d'une 60aine d'acteurs, de musiciens, de librettistes, de dramaturges, de décorateurs. Un qu'il connaît bien, il s'appelle Simon Chenard. D'ailleurs, il l'a peint en costume à 2 reprises. Je crois qu'il l'a peint en sans culotte. Et au moment de la Révolution, justement, il y a une explosion donc des distractions théâtrales à Paris. Il y a plein de salles qui ouvrent. Il y a 45 nouvelles salles qui ouvrent en 1791. Donc c'est la distraction la plus courue à Paris. Et lui a toujours résidé en fait pas loin de ces lieux de représentation. Entre 1785 et 1829, il habite à 6 adresses différentes qui sont chacune à 2 pas du boulevard Saint-Martin. Et ensuite, il habite à côté du boulevard du Temple, le boulevard du Temple qui est appelé le boulevard du crime, parce que, pas le boulevard du crime parce que c'était un endroit dangereux, mais le boulevard du crime parce que à cause des pièces de théâtre qu'on y représentait, justement, quoi. Et aussi, on va voir donc ces spectacles de marionnettes, enfin voilà, c'est... quelque chose qu'on va noter aussi dans ces tableaux, la présence de chiens, on va en reparler après, il y a régulièrement des chiens errants, plus ou moins, qui sont disséminés un peu partout. Et donc aussi son art de la feinte et ses trompe-l'œil, donc voilà comment il fait des trompe-l'œil pas forcément le plus intéressant effectivement de son œuvre, mais il y a un fait, une anecdote qui est importante, c'est que justement à un moment il va exposer un trompe-l'œil dans un salon et ça va énormément plaire, la foule a envie de voir, de toucher, à tel point qu'ils sont obligés de mettre une balustrade pour éviter que les gens se précipitent sur ce trompe-l'œil. Et lui, il va savoir exploiter un peu les salons pour se mettre en valeur. Donc, comme ce salon est libre, en fait, les œuvres sont exposées, mais il n'y a rien de marqué, si ce n'est qu'on peut se procurer pour 75 centimes un petit livret. Et dans ce livret, il y a des commentaires sur. Donc, lui va toujours essayer de se démarquer pour
qu'on puisse voir qui est ce Boilly justement. Donc ça c'est vraiment non, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est intéressant, je trouve, qui a plein de ressources en fait. C'est voilà, c'est ça. Et en même temps, à travers son œuvre, je trouve qu'effectivement, parce qu'il vit quand même sur un parcours historiquement marqué, on perçoit pas du tout l'histoire de son temps. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais que ce soit la Révolution, que ce soit il n'y a pas de peinture de barricade, il n'y a pas de peinture de Révolution. C'est vraiment la rue dans sa banalité. Enfin, on peut dire banalité parce que bon, s'il n'y a pas de faits saillants, il n'y a pas de ces personnages, parfois, au milieu d'une foule de gens bien mis, si on peut dire. Et il y en a quelques personnages en haillons, il y a quelques personnages qu'on sent en détresse, sociale, mais c'est noyé dans l'espèce de gentillesse picturale, de joie de vivre, d'insouciance, voilà, c'est jamais, on sent pas le sociologue. Oui, pas du tout. Et c'est vrai que lui, il meurt donc en 1845, donc en fait, toute sa vie entre 1761 et 1845, il s'est passé énormément de choses. C'est-à-dire que il y a eu quand même la prise de la Bastille, il y a eu la République, après il y a quand même il y a le Directoire, il y a le coup d'État du 18 mai, enfin c'est quand même très 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 marqué. Bien sûr. Il a connu l'Empire, il a connu la Restauration, il a connu les Trois Glorieuses, c'est quand même impressionnant. Et ça, nous reste justement simplement la description de la vie de la vie parisienne, quoi. Oui, mais comme si à Paris, il s'était jamais rien passé de révolutionnaire ou de dramatique, quoi, voilà. Et le drame est exclu de son œuvre. Et là, il n'y a rien de dramatique dans son œuvre. Ouais. Alors que lui, justement, en 1794, il y a un peintre lillois, c'est un super copain, Jean-Baptiste Vicard, qui l'a dénoncé devant la commission de la Société républicaine des arts comme auteur d'œuvres à sujet galant qui attentent aux mœurs. Parce qu'il avait fait des scènes d'intimité où effectivement il y a des jeunes femmes qui peuvent avoir un sein à l'air, des jeunes femmes qui s'embrassent, des hommes qui rentrent. Voilà, donc il se fait dénoncer et lui en fait va faire, il a peint après Marat, donc il va faire venir cette commission dans son atelier en montrant que non, il peut aussi peindre la Révolution. Enfin voilà, donc il va s'en sortir, quoi. Oui, non, mais ça c'est les jalousies d'artistes, c'est quand même que ce soit des peintres, des poètes, des écrivains, c'est assez dur. Voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830, masque sans bergamasque, pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la fouquerie de Pierrot, il y a toujours un arlequin, dans la vie faut des arlequins, sans quoi l'amour ça ne serait que des mots, au silence que Pierrot sourit. C'est là-haut vers les amants du paradis. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot. Ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830, masque sans bergamasque, pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval de grimaces. Mais tous ces gens qui rient de Pierrot ignorent que lui pleure pour de vrai, puisque la femme qu'il aimait est partie ce soir sans un mot, au silence que Pierrot sourit. Tout là-haut pleurent les amants du paradis. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les malheurs de Pierrot. Sous les cris, les bravos font rire dans la tourmente le Paris de 1830. Quel talent fantastique, qu'il est drôle et comique, ça c'est un vrai Pierrot. Allez, vas-y, refais ton numéro.
boulevard du crime, interprété par Edith Piaf. Et tout de suite, toujours dans la partie artistique de cette émission, vous évoquez avec vous l'exposition qu'on a parcourue avec ma camarade. Voilà. Une camarade, je dois dire, assez enthousiaste. Bon, moi, comme je vous l'ai déjà laissé entendre, j'étais moins enthousiaste qu'elle, quoique. C'est pas une question d'enthousiasme, mais de réalité, de dire les choses comme elles sont. C'est un travail quand même assez extraordinaire de technique. La seule chose qui m'arrête un peu, c'est que je ressens pas grand-chose à regarder les scènes, comme le jeu du tonneau ou l'intérieur d'un café ou l'intérieur d'un cabaret, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est tellement bien fait, c'est tellement sage, c'est tellement... Oui, voilà. Autant les personnages sont... il y a des foules, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, surtout parce que je suis un peu un amoureux de Paris quand même, surtout du Paris qui n'existe plus, pratiquement, que dans quelques petits coins de la capitale, voilà. C'est l'architecture, enfin, l'espèce de qualité de son rendu sur les rues de Paris, les immeubles, etc. Mais encore une fois, ce ne sont pas les palais, hein, ce sont les maisons simples, soit ça peut être l'arrivée d'une diligence, voilà, ça se fait, cette arrivée, il y a un bâtiment qui accueille les voyageurs, etc., comme ça peut être aujourd'hui pour un train, pour des choses comme ça, dans une gare avec une salle d'attente, etc. Mais c'est magnifiquement, l'architecture, l'environnement, et vraiment un travail assez bluffant, quoi, on peut dire ça comme ça. Comme ces personnages, c'est quelqu'un qui porte une attention très soutenue, il y a un fini, il y a une espèce... Et puis une composition, parce que bon, il fait des dizaines, voire des centaines de personnages sur le même tableau, et il y porte autant d'attention qu'à l'architecture. À un arbre, par exemple, là, je suis sur scène de carnaval. Alors bon, il y a la foule un petit peu en délire, avec des matrones, avec des enfants, beaucoup d'enfants, etc. Et apparemment, c'est pas encore le printemps, le carnaval, je pense que c'est au mois de février, ou quelque chose comme ça, en général. Et on voit des arbres, il y a 3 arbres là sur cette bon tableau qui fait quand même 107 cm, 1 mètre de longueur. Il y a 3 arbres sans feuilles, bien entendu, mais tout ça c'est fait avec une minutie, une technique, mais quelque chose d'assez, je veux dire, fantastique. Avec dans le fond des immeubles, le Paris, quoi, voilà. En premier plan, on a le carnaval avec tout ce petit monde d'enfants joyeux, déguisés ou pas, voilà, de battleurs, de nains, je sais pas, de matrones, etc. Et dans le fond, sur un fond de ciel un peu d'hiver, et des bâtiments en premier plan qui sont assez sombres, et puis dans le lointain qui sont un petit peu dans la brume. Non, mais tout ça, et même pour les personnages, il y a différents plans. Il y a les premiers plans, des seconds plans, des troisièmes plans, voilà, qui donnent la profondeur de l'œuvre. Et tout ça avec des lumières, évidemment, c'est éclairé. Il y a des zones d'ombre où les personnages sont dans l'ombre, et il y a des zones où les personnages sont éclairés. Voilà, tout ça donne, normalement, c'est fait pour donner une certaine animation à l'œuvre. Elle y est, l'animation. Ça, c'est aucun doute là-dessus, mais pour moi, bon, je ne veux pas m'attarder sur mes ressentis, mais voilà. C'est ce que je peux dire en tout cas. J'ai pas envie du tout de critiquer le travail de cet artiste, qui est un travail assez, voilà, comme je dis, assez magnifique, du point de vue du travail pictural, du dessin, et puis comme le relevait ma camarade plutôt,
le compagnie c'est un petit peu osé. Comme le relevait ma camarade, c'est un travail de quelqu'un qui quand même aime le peuple. Il n'est pas... Quoique, on en parlait, on l'évoquait brièvement tout à l'heure, ils aiment représenter le peuple, lui aime représenter le peuple, mais avec une certaine distance, il n'est pas dedans. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous raconte, mais voilà, on ne sent pas qu'il participe. Il crée des images de ce qu'il voit, un peu comme un photographe, photographie, il y a des instantanés, mais il n'est pas dedans. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Je ressens que c'est... Voilà, il travaille aussi beaucoup le trompe-l'œil, et là je crois qu'il est dans son élément, parce que là c'est vraiment pas... C'est de la technique pure, il n'y a pas besoin d'y apporter du sentiment, des choses comme ça. D'ailleurs, par rapport au trompe-l'œil, c'est anecdotique peut-être, mais en fait, ce mot trompe-l'œil, il apparaît pour la première fois dans le salon du livret, dans le livret du salon par contre de 1800, et donc c'est un mot qui sera seulement adopté par l'Académie française en 1835. Ouais. Voilà. Et alors dans ces tableaux, pour revenir un peu sur ce que tu disais, effectivement souvent dans la composition il y a la foule qui est sur un plan, mais en fait malgré l'importance du sujet qui est souvent le titre du tableau et toutes les études qu'il fera sur penser le carnaval, justement la partie foule finalement représente à peu près un tiers du tableau, puisque le reste, l'espace du fond est occupé par l'architecture parisienne, et de même sur le tableau la distribution de vins gratuite, finalement toute cette masse humaine, en fait cette pyramide humaine, si on regarde le tableau, c'est aussi un tiers du tableau, parce que le reste finalement est un paysage arboré. Ouais, non, c'est dans un parc là, c'est arboré. Et en fait cette distribution de vins, c'était à l'occasion de la fête du roi, c'était en 1822 que ça a été mis en place. Ça a même perduré sous l'Empire et la Restauration. Et ça a été après ça a été supprimé. Mais en fait finalement, oui, cette pyramide humaine ne représente à peu près qu'un tiers aussi du tableau. Et donc mais le tableau, sa composition est très classique. 3 tiers sur 5 tiers sur 5 c'est 3 sur 5 toujours. Quoi. D'accord. 3 tiers sur 5. Et l'arrivée d'une diligence dans la cour des messageries, alors là c'est assez foisonnant, parce que il y a tous ces personnages représentés de milieux sociaux différents, et là à l'exposition on peut voir justement, il y a toutes les petites études qu'il a faites qui reprennent les personnages. Il y a un Savoyard qui est accroupi, il y a ça, lui il est en train de, sa femme je crois descend de la diligence, il embrasse sa femme, il y a un officier, enfin il y a aussi plein de gens, des chiens, il y a plein de gens qui sont mêlés dans cette foule, et derrière il y a cette cour des messageries qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois que ça a été démoli quand ils ont percé la rue de Turbigo, quoi. Donc effectivement tous ces tableaux sont à peu près dans ce Paris central de la Révolution, c'est-à-dire que c'est pas du tout le Paris d'aujourd'hui, c'était bien plus petit, quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Après il y a tout ce qu'il a représenté, donc des grimaces, où il se moque un peu, là c'est de la caricature en fait, c'est alors sur les gros nez, sur les moustaches, sur les médecins. Oui, il y a un petit côté Daumier dans son travail de caricature. Tout à fait. Ouais. De même, quand il représente le peuple, des visages parisiens, c'est tout un ensemble de, je sais plus, une dizaine ou une trentaine de portraits en noir et blanc de Parisiens. Et là, oui, ils sont les uns ils sont juxtaposés les uns à côté des autres. Et là, c'est pareil, c'est un peu de la caricature. Et il y a un côté Daumier, et de même qu'il y a un côté, je pense, quand il fait ses grimaces, il y a les médecins, on a l'impression que c'est du Diafoirus, qu'on est chez Molière, là, c'est vraiment... Tout à fait, ouais. Non, il a une gamme assez riche d'expressions picturales, quoi. Il passe du léger, de la caricature, du dessin au crayon, à la pierre noire, à l'huile, d'une manière... c'est rien que ces petits portraits, 5000 portraits. Non, mais... Attendez, tu en es parmi. Hein. Ah non, je m'en mettrai jamais. En fait, on sentait que c'est l'ancêtre de la photographie qui allait arriver. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est presque le photomaton d'aujourd'hui, quoi. Absolument. 2 heures, oui, pour faire un petit portrait, puis il faut voir les miniatures, comment c'est léché, c'est pas des trucs à l'emporte-pièce, voilà.
Ouais. Et par exemple, il va aussi faire un tableau, alors je sais plus lequel c'est exactement, je crois que c'est la distribution de lait, où là, il y a une carriole qui est là avec des femmes qui font de la distribution de lait au peuple. Et donc, il va reprendre le même tableau et il va faire croire à une gravure. Et en fait, il fait le même tableau dans un noir et blanc, gris. Et en fait, c'est de la peinture, c'est pas du tout de la gravure, quoi. Donc ça, c'est son côté un peu, justement, je m'amuse à faire aussi une espèce de trompe-l'œil. Non, c'est bien. Voilà, c'est pas très courant surtout à cette époque, avant le 19e, là où il y a eu l'éclosion de tous ces caricaturistes, ces peintres du monde ouvrier, comme Daumier d'ailleurs. Moi, je préfère évidemment le Paris de Daumier au Paris de Boilly. Mais bon, ça c'est une question de tempérament. Hein. Mais voilà, mais quand même, pour son époque, il a jeté, en quelque sorte, oui, il a jeté les bases de ce qui allait se passer après, quoi, voilà, avec ses caricatures particulièrement. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Donc il représente tout, effectivement. Il peut se représenter aussi son intimité familiale, c'est-à-dire qu'il représente sa femme et ses enfants. Et par exemple, il y a un tableau, c'est sa femme qui est entourée de 3 enfants, et il y a un petit garçon qui est à peine plus âgé que ses enfants, qui arrive avec un polichinelle. Il y a tout un système de fils qu'il relie à une planchette de bois, et il active le polichinelle, et on va le retrouver, ce petit polichinelle, justement dans sa scène de carnaval. Le même petit gamin sera repris dans un tableau dans un tableau plus grand, quoi. Oui, non, il y a chez cet homme-là quelque chose de, c'est vrai, comme tu l'as relevé, quelque chose de, un humour, et en même temps une joie de vivre, en même temps on voit sa bobine là sur la couverture du catalogue de l'expo. C'est vraiment pas quelqu'un qui devait être triste, quoi. Ouais. Et il a transmis ça dans son œuvre. Et d'ailleurs, l'exposition commence justement par ce tableau là qu'on voit sur la couverture du livre, où il se montre du doigt. Il y a Jean qui rit, Jean qui pleure, et à côté c'est son père, quoi. Ça commence, voilà, tout est dit déjà dans cette première mise en scène. Oui, il le montre. Il montre son père en Jean qui pleure, ouais. Non, c'est vraiment une exposition à recommander. Bon, je pense qu'on n'a pas tout dit. Il y a un grand tableau dont il parle, c'est dans l'atelier d'Isabelle, les artistes dans l'atelier d'Isabelle, où là il représente plein d'artistes connus du moment. Moi, c'est pas celui qui a retenu le plus mon attention. Il m'a fait penser à celui de Courbel à l'atelier, justement. Mais il y a l'atelier de Courbel, il y a l'atelier de Fontaine-à-la-Tour, il y en a plusieurs qui sont représentés dans leur atelier, quoi. Voilà, mais bon, c'est pas évidemment. Pourtant, il paraît que le tableau d'atelier qu'il a fait, c'est un tableau qui a été très célèbre. Oui, c'est celui qui l'a rendu célèbre. Oui, tout à fait. Bon, mais voilà, on ne s'attache pas forcément aux mêmes choses, et c'est pas grave du tout. Donc, allez voir cette exposition. En plus, ce musée Cognac-Jet, nous, on a un peu honte de le dire, mais en plein cœur du Marais, rue Elzévir, à 2 pas du métro Saint-Paul, on ne le connaissait pas. Et c'est un petit hôtel particulier. Et petit. Non, pas petit, mais l'exposition est sur une petite surface. C'est vraiment, c'est une petite exposition. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait agréable. C'est-à-dire qu'on fatigue pas, on a plaisir. Nous, il n'y avait pas trop de monde. Après, il y a la cour, effectivement, de cet hôtel. On monte beaucoup d'escaliers, quand même, j'ai remarqué. Oui. On n'a pas les mêmes critères d'appréciation. On n'a pas les mêmes jambes, surtout. Voilà, donc je pense qu'on vous a un petit peu, maintenant on vous laisse découvrir ce qu'on a peut-être omis de vous dire, ou ce que vous allez découvrir par pour les Parisiens, c'est toujours triste pour les provinciaux, parce que voilà, on ne suit pas trop ce qui se passe en province, un peu dans le Nord, parce qu'on a nos habitudes, mais bon, il y a tellement d'autres choses, d'autres musées, d'autres villes qui sont riches avec le musée Lautrec par exemple à Albi, avec le musée de Bordeaux, le CPC à Bordeaux, etc. Mais bon, on n'a malheureusement pas ni les moyens financiers, ni le temps de se balader un peu partout comme ça, mais ça serait notre rêve, si on pouvait passer notre vie dans les musées et dans les galeries. Mais là, je pense que Boilly, même, effectivement, il peint des chroniques parisiennes, mais il est à découvrir, quel que soit l'endroit où on réside, en fait. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Parce que maintenant,
heureusement ou malheureusement, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, il y a le net où vous pouvez voir son travail. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut regarder dans une exposition. Hein. Déjà avec une exposition, je trouve que c'est réducteur, puisque on est entouré de plein de gens qui bougent, qui marchent, qui vous passent devant, etc. On ne peut pas vraiment se concentrer sur leur travail, surtout quand tu as 150 œuvres d'un personnage pareil, avec des foules sur presque tous les tableaux. Là, c'est assez difficile de... Voilà, enfin, en tout cas, moi, je peux pas. Moi, je peux m'attarder sur quelques-uns, mais pas sur tous. Ouais, enfin bon, nous on n'avait pas trop de foule et dans les 130 œuvres, il y a aussi beaucoup de ces tableaux, il y a beaucoup de portraits qui sont exposés. Donc pour moi, c'était une exposition qui était vraiment confortable. Ah ouais? Oui. Oui, enfin bon, on n'a pas le même sens du confort. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Dans la rue des Vertus, c'est là qu'il l'a connue. Au jardin des Tuileries, tous deux se sont souris. Près du pont de l'Alma, il l'a prise par le bras. Sur les quais de la Seine, il lui a dit « Je t'aime ». Ils étaient serrés sous la nuit, elle si douce et si jolie. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Mais on ne sait pas pourquoi un jour il lui a dit qu'elle ne lui plaisait plus, qu'entre eux c'était fini. Le jardin des Tuileries est bien triste sans lui, et les quais de la Seine sont plus gais quand on s'aime. Dans la froide rue des Vertus, le bel amour a disparu. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. De Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Voilà, les rues de Paris, Mouloudji. Donc après cette rediffusion, passons aux expositions en cours. Zadkine et l'Art déco, c'est jusqu'au 12 avril. La trame de l'existence, Magdalena Abakanowicz au musée Bourdelle, c'est jusqu'au 12 avril. Leonora Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet. L'Art cruel à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 30 avril. Un hommage à Sebastião Salgado à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 30 mai. Wabé, une plasticienne qui fait dans la couleur et le papier mâché à la galerie Garcia Lorca, voilà, galerie Garcia Lorca, Paul Cox. Donc ça, c'est les petites expositions bruxelloises. Au Salon d'Art, donc ce coiffeur galeriste, au Salon d'Art à Bruxelles jusqu'au 25 avril. Et des nouvelles expositions, le Salon de l'Estampe au Couvent des Cordeliers entre le 26 et le 29 mars. Le Serpent Vert, ça très important, le Serpent Vert du 31 mars au 12 avril. C'est Thierry Mortiot, donc notre graveur belge, qui expose aux côtés de Jeanne Rebillot et de Suzanne Johnson
aux 4 rue des Guillemites, avec un vernissage le 2 avril. On en reparlera régulièrement, une exposition qui durera jusqu'au 12 avril également. Le culturel de la semaine. Alors le culturel de la semaine, moi j'ai lu Rassemblez-vous en mon nom, c'est le 2e tome de la biographie de Maya Angelou. J'avais parlé de son premier livre, le premier tome de sa biographie qui s'appelait Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Maya Angelou est une autrice noire américaine qui après a fait du théâtre, a été effectivement scénariste. Elle a participé au mouvement américain des droits civiques. Elle a écrit, et donc c'est une femme assez extraordinaire qui raconte son parcours. Donc là, dans le 2e tome, elle a 17 ans, elle vient d'être jeune maman, et elle raconte comment elle réussit, comment elle essaye de se débrouiller dans la vie avec ce qui fonctionne pas, mais elle a une très belle plume, et surtout on sent cette énergie de toujours vouloir aller de l'avant, de tester plein de boulot, et de quand même réussir à trouver des solutions. Donc voilà, quand j'arrête, là, à la fin du 2e tome, elle a 22 ans à peu près, quoi. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai également lu une bande dessinée qui s'appelle Je suis un ange perdu de Jordi Lafèbre. Alors c'est le 2e tome d'une série. Et alors c'est très touchant. C'est une jeune femme qui s'appelle Eva Rojas. Donc c'est un polar à Barcelone. Elle est psychiatre et elle va être détective à ses heures perdues en fonction des gens qu'elle côtoie. Et ce qui est très touchant, c'est ce personnage qui est habité par des voix de femmes de sa famille qui sont mortes, et il y a la voix, je crois, de sa maman. Et là, il y aura son arrière-grand-mère. Il y avait une tante, et il y a une femme aussi. Je crois que c'est une tante aussi qui a participé à la guerre civile, à la guerre civile en Espagne, et donc qui a lutté contre les fascistes. Et justement là, dans cette histoire-là, elle va avoir affaire à des nazis qui embêtent des prostituées, et justement il y a toutes ces voix qui la poussent à agir, et cette tante qui lui dit justement un bon fasciste c'est un fasciste mort, vas-y fonce. Enfin, il y a vraiment il y a un fond qui est très militant et qui en même temps qui est très touchant par rapport à cette jeune femme qui est un petit peu aussi, qui est un peu perdu, qui pourrait avoir des troubles psychiatriques, et qui fonce dans cette aventure, quoi. Et à ce propos, je croyais que j'avais rien à dire, mais j'ai à dire sur un jeune, à cette époque-là, à la fin de la guerre de 39-45, un jeune sergent de l'armée française de confession juive. Je dis ça parce que, pour la suite, vous comprendrez pourquoi, qui pendant toute la guerre a été dans la résistance, et voilà, et qui est envoyé en Allemagne après la guerre, parce que vous savez que les Français, les Anglais, occupaient l'Allemagne, et qui a, à cette occasion, mené une chasse à l'homme, si on peut dire ça, envers un nazi qui a vécu à Paris pendant toute la guerre de 40 à 45, à 44, enfin à la capitulation de la capitale, des nazis de la capitale, qui s'appelait Karl Brunner, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, Dominique vous mettra les coordonnées sur le site, et qui va réussir à le coincer dans un sanatorium où il s'était réfugié, à le faire extrader, juger en France. Il a évité la peine de mort, parce que il aurait été à Nuremberg, il aurait été probablement exécuté, et qui a en même temps retrouvé toute une série d'œuvres d'art volées justement par Brunner à des Français de confession juive. Ça a été le grand sport de tous les collabos pendant la guerre. Et puis ensuite, qui a aussi été, il y a eu un trésor en fric des SS qu'il a retrouvé, je ne sais pas combien de millions. Et enfin, c'est pas curieux parce que ça s'est produit énormément de fois, mais il y a tellement de jeunes gens héros de guerre comme ça qui ont disparu de l'histoire de la résistance, dont justement cet homme,
Et c'est son petit-fils qui a retrouvé, si vous voulez, le passé de son grand-père et qui en a fait une bande dessinée. Voilà. Alors ça, je voudrais insister là-dessus parce que, si vous voulez, ce jeune Français dans la militaire qui était sergent, qui s'est retrouvé en Allemagne après la guerre et qui a pu coincer ce nazi qui a occupé à Paris des fonctions mortifères comme tous ces gens-là savaient le faire, et qui a pu tout seul, pratiquement avec quelqu'un, je crois qu'il avait un copain qui l'a aidé, et qui a pu, si vous voulez, remonter sa trace, etc., le faire coincer, le faire juger, et qui, comme beaucoup, je pense, de ces héros de l'ombre, a disparu complètement aux écrans radars, et que le travail de son petit-fils est assez remarquable à ce sujet-là. Et tout de suite, le salut à nos amanches, Claude et André de la Nation, les défunts parents de ma camarade de combat, Claude et William, nos poteaux de Brest, la côte d'Azur bretonne, avec ses palmiers, ses houris et tout ça, quoi, toutes les vierges du paradis. Jean-Paul Soubraz, un grand peintre de Schnorr qui gîte à Coulequerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, dans une petite maison de Schnorr en briques roses, avec un petit jardinet à l'arrière de la maison qui donne sur la cuisine, qui donne elle-même sur le jardinet, bien entendu. Non, il n'a pas un grand atelier avec 6 mètres sous plafond, mais il travaille dans une petite pièce, voilà, un travail assez quand même, c'est pas du tout un travail de rigolo, mais un travail sérieux. Il peut faire des plus grands formats, je crois il a un lieu dans la campagne où il peut travailler dans une grange ou quelque chose comme ça pour des grands formats. Mais ces formats moyens ou petits sont assez craquants pour susciter un engouement chez les amateurs. Voilà. Claudine, une camarade de combat, ma camarade Piquet, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, trois copains. Corinne, tapissière de génie, Anne-Emmanuel, peintre et illustratrice de génie, et Frédéric, aquarelliste de génie. Juliette Planck, une grande graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui reçoit dans son atelier des amateurs intéressés pour apprendre, si vous voulez, les secrets de la gravure, moyennant quelques thunes, parce que vous savez bien que tous les artistes, graveurs, peintres, dessinateurs, et tous ces gens-là, la sautent la plupart du temps. La sautent, ça veut dire qu'ils n'ont pas de thunes, voilà. Bon, Sophie Illustratrice-Brageux, une grande aussi, une graveuse émérite, une peintre aussi, versaillaise, dont on aime la personnalité. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gouge, de l'attaque d'épargne. Voilà, un phénomène artistique, un espèce de tsunami artistique, voilà, qui doit terroriser tous les galéristes, puisqu'il n'a pas de galerie. Mais je peux comprendre les galéristes, parce que pour aborder le travail de Clément, il faut être solide. Agnès Dubart, une graveuse en relégation Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège, après être partie de son petit atelier lillois, où nous l'avons rencontré pour la première fois. Voilà, et on a été complètement bouleversés par son travail. Qui donne aussi des cours, hein, voilà, pour faire un petit peu de maille. Thierry Morciot, alors là, c'est le génie des alpages, dont on aime et la personnalité et le travail, qui est un vrai travail, qui n'est pas un travailleur les doigts dans le nez, finger in the nose, mais un travailleur sérieux, et avec un esprit fantastique, tout à fait dans la lignée de ces artistes des Flandres ou de la Belgique francophone, bref, du nord, au nord de la France, outre Kiévrin,
Et que du coup, il ne faudra pas louper cette exposition qui démarre le 31 mars au Serpent Vert. Oui, parce qu'il ne pratique pas l'exposition frénétique, il n'est pas dans la mouvance des galéristes américains, etc. etc. C'est un artiste, un vrai comme on les aime, un artiste dont il reste plus beaucoup d'exemplaires vivants. Voilà, alors profitez-en tant que vous pouvez, parce que voilà, la relève n'est pas assurée. Et puis, nous avons aussi Alice Amoroso. Alors là, c'est les jeunes générations de graveurs, mais qui ont les dents très longues pour gratter le parquet. Donc, non, elle, pas du tout. Pas du tout Alice, mais c'est une travailleuse acharnée. Et puis, voilà, on adore et son travail et sa personnalité engagée. Ouais, voilà. Elle ne lâche rien sur ses engagements. C'est ça qui est vraiment super. Là, elle a envoyé des photos de ce qu'elle est en train de faire dans sa résidence en Inde. Elle travaille avec des artisans locaux qui font des petites boîtes avec des marionnettes en bois. Moi, j'ai hâte, quand elle va rentrer, de faire une émission sur tout ce qu'elle aura vécu et ce qu'elle va nous rapporter, justement. Et elle travaille sur la Cisjordanie. C'est des artisans qui ont travaillé sur des histoires indiennes et elle adapte ça sur la Cisjordanie. Ouais. Oui, c'est son combat admirable pour les martyrs de la Jordanie, de la Palestine, etc. etc. Voilà, les martyrs palestiniens surtout. Raoul Viloula, un graveur de sa génération, un peu plus âgé, mais une quarantaine d'années, on peut dire que c'est un très jeune dans le monde artistique, et qui lui aussi peint et grave, et relie aussi des bouquins d'une manière vraiment remarquable. En plus, c'est quelqu'un qui parle pas vraiment beaucoup, qui est un peu mutique, et ça, c'est assez rare aussi dans les milieux artistiques où c'est le blabla qui domine. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres qui elles-mêmes l'ont glissé il n'y a pas longtemps. Colette qui était la veuve d'Odon, un plasticien de génie, et Jacqueline, la veuve de Raymond Imbert, un prix de Rome à 24 ans, et qui était son directeur à la Villa Médicis, était Balthus en personne, qui faisait deux fois la taille de Raymond Imbert, qui était un tout petit bonhomme, mais avec une énergie. C'est ça qui l'a tué, je pense. Voilà. Liliane et Laurence, c'était deux écrivaines, un binôme d'écrivaines de polar, dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant mis les bouts. Alors, si tu veux, on peut rappeler le titre de ces bouquins. En fait, alors c'est les aventures de Victor Legris, c'est 12 volumes qui commencent au moment de l'exposition universelle de 1888, je crois, et qui se termine en 1900, il me semble. Et après, c'est Jeremy Nelson, c'est un Américain qui vient vivre à Paris et dont les aventures se passent entre les années 20 et 26. Voilà. Et je vous assure que c'est des bouquins... c'est pas le polar lambda là, qu'on lit, qu'on achète sur les quais de la gare. Et c'est d'ailleurs plaisant, c'est pas une critique, mais c'est plutôt des sommes. Voilà, alors, 12 bouquins, vous en avez pour un moment à les lire, sans compter les Jeremy Nelson qui suivent la série des Victor Legris, voilà, ou l'inverse. Bon. Geneviève, notre sorcière bien aimée, qui l'a aussi glissé, hélas, et on chérit son souvenir, surtout quand on se rencontrait dans un petit bistrot pour casser la croûte, pour le déjeuner, en tout cas, une croûte sympathique avec moult canons de rouge. La Russe flamboyante, qui anime une émission sur une radio Omni, une émission à destination des enfants et de leurs parents. Voilà, comme ancienne institutrice, elle sait de quoi elle parle et ses émissions sont vraiment passionnantes pour les enfants et leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bron-Marlotte, dont on a découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu à Bron-Marlotte. Florence Quenu, qui est une ancienne de la Fondation du Buffet. Dominique Paula-Dardouin, une galériste, hélas, aujourd'hui décédée, disparue des écrans radars
et pas de nos pensées. On chérit son souvenir parce qu'on a découvert dans cette galériste une personne d'une humanité assez exceptionnelle. Marie Degnaud, qu'on pourrait dire peut-être son héritière, voilà, qui tient la galerie Kaléidoscope, dont nous avons vu la dernière exposition consacrée à l'art cruel, qui nous a un petit peu botté le cul. Antoine Manoury de Panam Swing, un groupe de musicos totalement inconnu du monde musical, mais pas de ma camarade, voilà, c'est la seule à les connaître dans l'entourage, dans l'autre entourage. Sauf que j'ai encore jamais pu aller les écouter. Oui, voilà, je pense que ça va finir par arriver. Oui, bon, on pense que ça arrivera forcément un jour. Si c'est pas sur Terre, ça sera au paradis. Voilà. Et Anna Sinoraska, une peintre polonaise qui travaille quand elle en a envie, c'est ça qui est si assez exceptionnel, parce que bon, alors, c'est pas une usine à créer de la peinture, hein, c'est pas une usine du tout, c'est plutôt une artisane, mais qui crée des images qui tiennent au mur, croyez-moi. Voilà, bon, l'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr, et on se finit avec Mélismel, avec le traditionnel, maintenant en tout cas, faut vivre. Salut tout le monde. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.